Bonjour à tous, je suis David Dudoué, je suis le gérant fondateur de Refeo.com. Alors Refeo.com, c'est une petite entreprise de 5 personnes basée à Caen. Et notre job à nous, c'est de trouver du trafic, de l'acquisition de trafic à travers le référencement naturel et tout ce qui est lien sponsorisé. Donc Google AdWords, Bing, Shopping, éventuellement Facebook. Je sais qu'il y a pas mal de e-commerçants dans la salle aujourd'hui. Je tiens à dire que je partage votre douleur. J'ai été e-commerçant par moi-même. J'ai vendu un certain nombre de câbles HDMI par intermédiaire de mon site. On doit être à plusieurs milliers de mémoire. Donc je sais que c'est pas toujours facile et que c'est un peu inquiétant de se lever le matin et voir qu'il n'y a pas autant de commandes que ce qu'on aurait voulu avoir. Donc aujourd'hui, je suis venu pas vous présenter des problèmes, je suis venu vous présenter quelques solutions et surtout comment les utiliser de manière efficace pour avancer. Donc ces solutions qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est Google AdWords et puis un élément de Google AdWords qui est le shopping, Google Shopping. Alors, pour expliciter un petit peu ce qu'est Google AdWords, le principe est relativement simple. Vous dites à Google, quand un internaute tape une expression clé, cette expression clé ou une variante proche, tu vas diffuser mon annonce. Donc là, j'ai mis un exemple sur le tableau. Vous avez aussi sur le mobile. Donc l'annonce, vous avez la main dessus, vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Et lorsque l'internaute clique sur l'annonce, alors il est envoyé vers la page que vous avez définie pour cette annonce. Alors, l'affichage de l'annonce en lui-même ne vous coûte rien. Ce qui vous coûte de l'argent, c'est à partir du moment où effectivement l'internaute a cliqué sur l'annonce. Le clic vous est facturé quelques centimes d'euros, on verra tout à l'heure combien, et ne vous est facturé qu'une fois pour le visiteur que vous recevez sur votre site. Donc ça c'est pour le principe. Si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, une page de résultats Google, là vous avez ce qu'on appelle une heatmap. C'est en gros où est-ce que se balade le regard d'un internaute. C'est-à-dire on prend un internaute, on lui met une caméra au-dessus devant lui, on regarde où est-ce que se promènent ses yeux. Et en rouge, c'est les endroits qui regardent le plus, et puis dans le bleu, c'est les endroits qui regardent le moins. C'est pas pour autant, évidemment, les gens regardent forcément les premiers résultats, mais vous avez aussi des gens qui regardent dans la colonne de droite. Ça peut être une propriété qu'on exploitera, parce que les clics ont tendance à être un petit peu moins chers à droite. Alors, Google AdWords présente un certain nombre d'avantages. Vous allez voir qu'il y a énormément d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est qu'on va cibler les recherches des internautes. Lorsque vous achetez un panneau publicitaire de 4 mètres par 3 mètres dans la rue, vous infligez votre publicité à l'ensemble des gens qui passent devant ce panneau-là. Donc il y a probablement qu'une petite fraction des gens qui sont intéressés par ce que vous avez mis sur votre panneau. Là, sur AdWords, vous allez n'apparaître que pour les gens qui ont tapé quelque chose qui correspond à un centre d'intérêt pour lequel vous pouvez apporter une réponse. C'est vraiment la valeur ajoutée de la chose. Vous pouvez aussi avoir comme autre avantage un ciblage. On peut cibler de manière très simple par horaire, par zone géographique, par appareil éventuellement, etc. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer, et de manière très fine, avec des pourcentages de variation, etc. À titre d'exemple, il y a un domaine, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un exemple concret, où le prix de clic est absolument abominable. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais vous verrez que vous avez fait bien d'être assis. Le type est un serrurier sur Paris, c'est le cauchemar absolu du référenceur AdWords. Il a carrément changé son modèle économique. Il est passé de je fais de l'AdWords la journée à je fais de l'AdWords la nuit, parce qu'il s'est trouvé qu'il était moins cher en termes de concurrence et donc de coût au clic d'être présent la nuit. Donc il s'est mis à bosser la nuit et il avait tous ses clients la nuit. Donc il a carrément réorienté son business model en fonction du ciblage horaire de Google. Alors c'est un cas un peu extrême, mais vous comprendrez mieux pourquoi quand je vous montrerai le prix des clics. Budget maîtrisé. Moi quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui disent AdWords, mais je donne ma carte bleue à Google, ça va être une plébéante, il doit prendre mon argent, etc. Top, on se calme, on ne s'inquiète pas. Et le premier paramètre que vous réglez dans une campagne Google AdWords, c'est votre budget quotidien. La deuxième question qui suit cette première remarque, c'est oui, mais combien faut-il que je mette? En fait, la réponse, c'est une vraie réponse de Normand, c'est ça dépend. Évidemment, c'est pas la bonne réponse, mais AdWords, il faut voir ça comme un robinet. Plus vous mettez de budget, plus vous aurez de trafic. La seule chose qui est absolument fondamentale, c'est que vous soyez capable de tenir dans le temps avec ces dépenses en termes de trésorerie, et que les dépenses que vous générez en achetant de la publicité soient compensées par des recettes dont la marge couvre ces achats. C'est absolument fondamental. Donc plutôt que de vous focaliser sur le budget, qui est un paramètre essentiel, mais dont on passe très vite à autre chose, c'est de se focaliser sur la rentabilité des choses. AdWords, c'est un paiement au clic. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite révolution quelque part parce que vous payez pour un résultat concret. Dans la publicité, c'est voilà, je diffuse votre spot sur TF1, je mets mon panneau 4x3 dans la rue, je mets ma quatrième de couverture, etc. Vous payez pour être là. Là, sur AdWords, vous allez payer pour avoir un visiteur, quelqu'un qui a exprimé un intérêt
pour votre produit ou pour votre solution. Il n'y a pas d'engagement. Si demain vous voulez arrêter AdWords parce que vous avez changé d'avis ou vous avez des impératifs différents, il n'y a pas de problème. Les volumes sont relativement élevés. Google, en lui-même, en tant que moteur de recherche, bénéficie de 90, voire un petit peu plus, de part de marché sur les recherches en France. En gros, 9 recherches sur 10 passent par lui, le reste étant partagé par Bing, Yahoo, et puis quelques moteurs secondaires qui, de manière générale, reprennent les résultats de Google. Donc, tout ou presque passe par Google. Donc, si vous êtes présent en AdWords, vous avez la possibilité d'aller capter un maximum de trafic. Sur certains métiers, quand vous vendez des produits qui sont très demandés, très répandus, etc., cette problématique de volume, vous ne l'avez pas. Mais si vous êtes sur une niche extrêmement précise, où vos clients sont une poignée en France, le fait d'être présent sur le réseau qui vous apporte le plus de visibilité, c'est plutôt un avantage. Dernier point, dernier avantage, c'est qu'on peut être visible sur les ordinateurs et sur les mobiles. Alors, petite subtilité, pour Google, un ordinateur, c'est une tablette. On peut distinguer les stats sur les deux, mais on ne peut pas dire je veux être présent que sur les ordinateurs et pas sur les tablettes. Méfiez-vous. Donc ça veut dire que si vous voulez être présent sur ces réseaux-là, il faut que votre site soit compatible en termes d'affichage avec un écran mobile ou un écran de tablette. Alors le terme officiel, c'est responsive, qui signifie que votre site s'adapte à la taille de l'écran. Il faut surtout s'assurer que l'expérience du visiteur est suffisante, qu'il peut effectivement naviguer, voir votre proposition commerciale de manière confortable. AdWords, ce n'est pas le monde merveilleux, c'est qu'il y a pas mal d'inconvénients. Le premier d'entre eux étant que c'est non durable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain, vous arrêtez votre campagne Google AdWords, vous disparaissez de Google. Enfin, non, je parle de la partie AdWords, ça ne touche pas votre référencement naturel. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Donc si vous arrêtez, vous n'êtes plus visible. Donc tous les investissements que vous avez faits ne continuent pas à vous offrir des avantages. Ce qui est l'inverse du référencement naturel, où tous les investissements que vous avez faits vous apportent des résultats sur les mois, voire les années qui suivent. Deuxième inconvénient, c'est que c'est complexe. Effectivement, le principe est simple. J'achète des mots-clés, je mets des annonces en face, les gens arrivent sur mes pages, etc. Il y a beaucoup de petits paramètres subtils, le niveau de qualité, le taux de clic, etc., qui font que gérer une campagne AdWords, ça peut vite déborder. La conséquence est très simple, c'est que vous apparaîtrez, mais vous ne serez pas rentable. Donc il faut faire attention, l'outil est parfois complexe à utiliser, prenez le temps de bien comprendre les données qu'il vous propose. Avant-dernier point, pas de ciblage sociologique. À l'époque de Facebook, on peut cibler les femmes entre 35 et 45 ans qui s'intéressent au jardinage et qui ont des habitudes de cybershoppeuse. Sur AdWords, il y a des outils, mais ils restent bien plus restreints. Et puis évidemment, pour ceux qui ont déjà fait AdWords, le premier et le plus gros de tous les défauts de Google AdWords, c'est que c'est un système d'enchères temps réel. Donc, tous les annonceurs participent aux enchères de manière plus ou moins automatisée, et que le prix du clic est déterminé par l'intensité de la concurrence. Si vos concurrents sont prêts à payer 1 € le clic, et qu'ils sont tous, ils sont au moins une douzaine, vous serez obligé de payer 1 € le clic si vous voulez être présent. Donc le prix du clic est déterminé par l'intensité de la concurrence. Et ça peut être relativement douloureux, parce que comme Google est un acteur majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui passent par Google, tout le monde veut y être, donc mécaniquement ça fait flamber le prix des enchères. Alors, moi c'est une question que j'aime bien, combien ça coûte, c'est un truc que j'essaie de répondre souvent. Je vous ai dit tout à l'heure le prix du serrurier, donc ça c'est un mot-clé. On est dans l'outil de Google qui génère les recherches et qui vous dit combien vous pourriez potentiellement payer votre clic. Donc celui-là on a fait une capture écran, sinon mais c'est pas possible. Donc serrurier 75016, ce mot-clé-là génère 170 recherches mensuelles en région parisienne. La concurrence est élevée, oui on peut le penser. Le prix du clic suggéré par Google est de 628 €. Bon, c'est un cas hyper extrême. Dans la vraie vie, on a rarement des clics qui dépassent les 12 €. Mais imaginez, un visiteur vous coûte 600 €. Bon, à vous d'être rentable derrière, mais c'est un peu compliqué. Alors, pour parler dans des choses normales, le prix du clic théorique minimal, c'est 1 centime d'euro. Dans la vraie vie, vous aurez du mal à les acheter à ce prix-là. Les quelques clients qui les achètent les moins chers chez nous sont à 2-3 centimes, mais c'est assez exceptionnel. En général, je dis à mes clients que le prix d'un clic, c'est le prix d'un timbre. Donc la Poste augmente ses tarifs souvent, ça tombe bien, ça correspond. Mais c'est entre 20, 30, 40, 50 centimes dans ces eaux-là, mais ça peut grimper nettement plus. Le budget quotidien, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a ni minimum, ni maximum. Vous pouvez, donc du moment que votre carte bancaire suit, Google va vous laisser diffuser autant que vous voulez. Enfin, dernier point, quel est le budget réaliste? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un budget que vous pouvez tenir et qui s'avère rentable. À partir du moment où vous avez trouvé un levier d'acquisition de trafic comme AdWords et que vous avez trouvé votre rentabilité, ça vous coûte 50 € de faire une vente qui vous en rapporte 100. Il n'y a plus rien qui s'oppose à l'augmentation des budgets. Alors, petit conseil, faites-le progressivement. Ne multipliez pas vos investissements par 10 du jour au lendemain parce que c'est un système qui met un peu de temps à se régler. Alors, je vais vous donner 5 petites astuces avec des exemples pour vous donner quelques idées sur ce qu'il faut faire sur AdWords pour être plus efficace et plus rentable. Le premier, c'est cibler bien vos mots-clés. À
Prenons l'exemple, vous êtes un photographe de mariage, vous cherchez des clients qui viendront vous demander de les prendre en photo le jour de leur mariage. Bon, très bien, c'est clair. Le bon mot-clé à acheter, c'est relativement évident, c'est photographe de mariage, reportage de mariage, etc. Mais j'ai des clients qui me disent, ouais, mais attendez, si j'achète le mot-clé mariage, c'est des gens qui vont se marier, donc ils vont avoir besoin d'un photographe, donc ils pourraient me contacter. C'est effectivement vrai, le raisonnement est juste, ces gens-là peuvent avoir besoin d'un photographe de mariage. Mais ils ne sont pas encore dans cette recherche-là. Et au prix où sont les clics, vous ne pouvez pas vous permettre d'apporter une réponse à quelqu'un qui n'a pas évoqué le problème pour lequel vous apportez une réponse. Donc, c'est pas parce que le type ou la dame s'intéresse au mot-clé mariage que vous devez être présent. Vous serez présent quand il va avoir pris sa décision de chercher un photographe de mariage et d'afficher photographe de mariage. De même pour photographe, même raisonnement, quelqu'un qui tape photographe peut chercher à devenir photographe, il peut chercher un photographe pour faire des photos de produits, vous le savez mieux que moi. Donc voilà, c'est pas forcément le but du jeu. Donc ciblez bien vos mots-clés. L'exemple là est basique, mais ça s'applique de manière plus subtile. Deuxième point, les annonces. L'annonce, son rôle, c'est de faire en sorte que vous, à partir du moment où vous êtes apparu sur le bon mot-clé, celui que vous avez choisi et bien ciblé, il faut absolument que les gens cliquent sur votre annonce plutôt que sur celle des autres. Ça évite d'envoyer des visiteurs à la concurrence, et comme ça vous les gardez pour vous. Et Google, par un mécanisme un peu compliqué, vous bonifie dans le temps. Plus vous avez tendance à recevoir de clics, moins votre enchère va vous coûter cher. Donc l'annonce, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de cliquer sur votre annonce. Donc, je vous donne un mauvais exemple, refeo.com, essayez AdWords, visitez notre site. Évidemment qu'il va visiter mon site, et il est en train de chercher une agence pour gérer sa campagne de référencement AdWords. Il n'a pas besoin d'essayer AdWords, j'ai pas besoin de le convaincre de ça. En contrepartie, je vais mettre une URL un peu sympa visuellement, je vais lui donner une bonne raison de venir sur mon site, d'accord, télécharger nos tarifs, et puis je vais lui donner une autre bonne raison de s'intéresser à mon produit, c'est offre sans engagement duré. Voilà. Après, si vous êtes e-commerçant et que vous vendez vos produits, vous êtes plus cher que vos concurrents, vous ne pouvez pas jouer sur le prix. Je sais que c'est frustrant, mais on ne peut pas jouer sur le prix si on est plus cher que les autres. Donc il va falloir mettre en avant des qualités. Si vos qualités, c'est fabriqué en France, écologique, en stock, frais de port gratuits, etc., c'est ce genre d'argument que vous devez développer dans Google AdWords. Donnez envie aux gens de visiter votre site, de voir votre offre, de la découvrir. La landing, alors la page d'atterrissage en français, une bonne page d'atterrissage, c'est une page qui correspond précisément à la requête de l'internaute. S'il a tapé achat lecteur MP3 et que vous l'envoyez vers un site où il va trouver des chaînes IFI, on est dans la thématique, d'accord, matériel de musique, mais on n'est pas dans la question de l'internaute. Et vous perdez l'internaute. Donc vous avez payé X centimes d'euros sa visite, mais il disparaît des radars parce que ce n'est pas la réponse à sa question. Vous devez l'envoyer vers la page qui répond à sa problématique. Google ne vous empêche pas de créer autant d'annonces et de landings que vous voulez, donc utilisez-le en ciblant précisément pour chaque expression clé la bonne page d'atterrissage. Alors une bonne page d'atterrissage, c'est une page adaptée, première chose, et la deuxième c'est un call to action, une incitation à l'action. Il faut faire en sorte que votre visiteur aille plus loin dans le process. Il visite votre site, ce que fait une belle jambe, tant qu'il fait que visiter votre site, il ne se passe pas grand-chose. Il faut, dans le cas d'un e-commerce, mettre le produit dans le panier, donc ça c'est relativement instinctif. Et dans le cas d'un site vitrine où vous cherchez des prospects, qui vous donnent ses coordonnées, soit par formulaire, soit qui vous passe un petit coup de fil. Donc vous devez lui dire ce qu'il doit faire, d'accord? Vous devez lui mettre un bouton d'une certaine couleur qui va se démarquer avec le reste du site, pour qu'il ait envie de cliquer sur le truc, et qu'il dit voilà, appelez-nous pour un devis gratuit, appelez-nous pour un conseil personnalisé, appelez-nous, etc., etc. Vous devez donner la prochaine étape. Ça a l'air de rien, mais c'est la différence entre un trafic qui va convertir et un trafic qui va rester sur votre site et qui va juste dire bah ouais, mais AdWords, ça ne me rapporte pas d'argent. Voilà. Faites convertir vos visiteurs, transformez-les en prospects, donnez-leur une bonne raison de le faire. Je reprends mon exemple tout à l'heure, chez Refeo, on fait ça comme ça. On dit aux gens dans AdWords de télécharger nos tarifs, on les envoie vers une page où le bouton au milieu de l'écran c'est cliquez ici pour télécharger nos tarifs. Ça les envoie ensuite vers le formulaire, et là le formulaire ils peuvent remplir et ils ont effectivement les tarifs. Alors ne mentez pas aux visiteurs, si vous promettez de leur appeler en 48 heures, donnez ça, sinon la relation commerciale commence mal. La mauvaise landing, c'est d'envoyer les gens vers la page d'accueil. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent sur la page d'accueil et ils n'ont pas envie de chercher. L'internaute moyen, il passe quelques secondes sur une page, il se fait une idée extrêmement rapide. Vous devez lui donner envie d'acheter, mais surtout vous devez envie d'acheter ce sur quoi il est venu. On ne vous envoie pas vers la page d'accueil. Et la page de contact, c'est un peu brutal quand même. Ça peut marcher, on a essayé, on a fait certaines campagnes, ça peut marcher ponctuellement, mais c'est un petit peu agressif. Si c'est un business de l'urgence, je reprends l'exemple du serrurier, quand vous êtes dehors devant votre porte, ça ne vous intéresse pas de savoir que le type il est ISO 14003, vous devez juste être sûr que vous allez pouvoir rentrer chez vous. Donc l'envoyer vers une page de contact avec un gros numéro qui clignote, ça peut être acceptable dans ce cas de figure.
Quatrième secret, les exclusions. Dans Google AdWords, on peut dire à Google, s'il tape mon mot-clé, mais qu'il utilise ce mot-là dans sa recherche, alors je ne veux pas apparaître. Le fait de ne pas apparaître, ça va vous éviter d'avoir un clic qui ne sert à rien. Si vous vendez quelque chose avec le type mais gratuit, il y a des chances que ce visiteur-là ne soit pas encore votre client. Alors, il pourrait très bien finalement se dire, ouais, je vais mettre la main au portefeuille, mais pourquoi viser des gens qui ont d'abord dans l'esprit d'avoir un produit gratuit, plutôt que de viser des gens qui, eux, sont prêts à acheter achat, produit, etc. Donc, éliminer gratuit, conseil, pas cher, etc. Si vous êtes dans le haut de gamme, il faut éliminer tout ce qui touche à pas cher, entrée de gamme, etc. Donc, toute la thématique qui touche à ça. De même que si vous êtes dans l'entrée de gamme, vous pouvez effectivement éliminer le personnalisé, luxe, design, etc. Vous devez cibler les gens qui correspondent à l'offre que vous leur proposez. Le mauvais comportement ici, c'est de ne mettre aucune exclusion, on prend trop de risques. Dernier point, le ROI, donc Return on Investment, retour sur investissement en français. C'est simple sur le papier, vous devez mettre en place un suivi des conversions. Donc définissez ce qu'est votre conversion. En e-commerce, c'est une vente, très bien. Sur un site vitrine, c'est un formulaire de contact rempli ou un numéro de téléphone sur la personne pour laquelle la personne a cliqué et vous a appelé. Il faut essayer de mettre en place ce suivi des conversions. C'est pas toujours évident, il y a parfois des problématiques techniques, etc. C'est assez compliqué, mais ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans votre campagne. Et comme on l'a pu l'exprimer ce matin, il faut avoir un peu de recul sur les choses. Il faut prendre le temps d'analyser, et peut-être que certains comportements, vous dites, bah voilà, le mobile, c'est pas très rentable. Oui, c'est effectivement pas rentable, mais ça fait partie de la chaîne qui fait que le visiteur initial va finir par acheter chez vous. Donc, se dire que le mobile n'est pas rentable en regardant juste par le petit bout de la lorgnette, c'est dangereux. Donc, prenez les moyens de mesurer les choses et prenez du recul par rapport à ça. Voilà par rapport à ça, on va regarder Google Shopping. Donc Google Shopping se rapproche un peu d'AdWords, c'est pour ça que j'ai parlé longuement d'AdWords. Le principe de Google Shopping, c'est que vous n'émettez pas des mots-clés, vous émettez un flux de produits. Vous dites à Google, voilà mon catalogue de produits. Donc il y a un certain formatage, je vous ai mis une image toute moche de code que moi je ne comprends pas, mais ça ne m'intéresse pas. Mais en gros, c'est ce que Google attend. Donc il y a des outils pour produire ça. Il attend le nom du produit, son prix, il attend sa disponibilité, savoir s'il est neuf ou d'occasion, il attend un certain nombre de champs qu'il faut lui fournir. Une fois qu'il a récupéré tous ces champs-là, il va pouvoir diffuser votre annonce qui prendra la forme d'une photo de votre produit. Donc là, les visuels sont absolument essentiels. Le nom en dessous du produit et en dernier lieu, le prix. D'accord? Donc ça ressemble à ça sur un mobile et ça ressemble à ça sur une page de résultats. Donc vous voyez que sur cette page de résultats, vous avez d'un côté du texte, au-dessus des images de Google Images, et puis à droite, bien mis en évidence, tout ce qui touche au shopping et donne envie d'acheter. Donc ça attire quand même l'œil. Hein. Si votre produit a des visuels un petit peu sympathiques, alors si vous avez fait une photo un soir de pleine lune avec votre iPhone, vous partez tout de suite avec un handicap, même si l'iPhone fait des bonnes photos, mais quelque part, les visuels peuvent faire la différence. Donc vous voyez, ça peut donner envie de cliquer plus facilement. Alors, les avantages du Google Shopping sont, globalement, c'est les mêmes qu'AdWords, tout ce qui est sans engagement, ciblage, etc. Il y a pas mal de choses qui restent. Mais le premier désavantage, c'est que le coût au clic est souvent un peu plus faible, ou au moins comparable. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a une vraie difficulté, une vraie barrière à l'entrée de mise en place du flux. Il y a beaucoup de e-commerçants qui n'ont pas le temps, ou l'occasion, ou les moyens de mettre en place le flux, donc ils ne vont pas participer aux enchères. Et par définition, un système d'enchères, le prix est plus il y a de monde, plus c'est cher. Donc là, on économise un petit peu sur le prix du clic. Donc on arrive à trouver des clics à des tarifs raisonnables. L'autre avantage, c'est qu'on a un taux de clic élevé. Le taux de clic, c'est quand j'ai affiché mon annonce 100 fois, ou mon produit 100 fois, combien de personnes ont cliqué dessus? Et bien, le taux de clic des annonces Google Shopping est supérieur au taux de clic des annonces standards. Ça permet d'avoir une visibilité additionnelle, et si votre marché est un petit peu serré, vous aurez un peu plus de clics que dans une annonce classique où les résultats peuvent disparaître au profit des résultats naturels. Des gens peuvent cliquer sur les résultats naturels. Là, c'est difficile de passer à côté et de se dire ah non, je ne vais pas cliquer sur les images sont attractives. Et puis, dernier point, vous montrez un produit, ça s'appelle pas Google Shopping pour rien, vous montrez un produit avec un prix en dessous. C'est-à-dire que la clientèle, enfin les gens qui affichent vos publicités, ont souvent une intention d'achat. Vous pouvez donc la conversion va être un peu plus facile à faire. C'est pour ça que Google Shopping est un outil sympa, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller chercher des gens qui sont prêts à acheter. Alors Google Shopping, les inconvénients, les mêmes qu'AdWords, c'est relativement cher, c'est compliqué à gérer, etc. Mais il y en a surtout deux, c'est que le flux n'est pas forcément facile à mettre en place. Alors si vous avez un site relativement standard, c'est un PrestaShop, Magento, etc., il y a beaucoup de plugins qui existent, il y a même des gens qui proposent des abonnements, etc. Donc ça peut effectivement fonctionner comme ça, mais ça reste un vrai effort. Et puis le deuxième, et ça pour moi c'est le vrai inconvénient, c'est que ça favorise systématiquement le moins 10 ans.
C'est-à-dire que si vos produits sont similaires à vos concurrents, c'est forcément le moins cher qui va remporter l'adhésion du visiteur. Principe d'un comparateur de prix. Et ça, quelque part, c'est frustrant parce que, supposons que votre produit, vous vendez des bijoux par exemple, il a la même tête ou une tête comparable que les produits des concurrents, sauf que votre bijou, il est fabriqué en France, dans des conditions correctes, avec des principes écologiques, etc. Il va être mécaniquement plus cher. C'est pas que vous voulez le vendre plus cher, c'est qu'il est plus cher à fabriquer. Et ben, sur Google Shopping, vous aurez de vraies difficultés parce que vous ne pourrez pas mettre en avant votre argumentaire et que cet argumentaire qui vous manquera ne vous permettra pas de convertir le visiteur pour acheter votre bijou. Elle est là la vraie difficulté, c'est que c'est toujours le moins cher, ça tire les prix vers le bas. Et je fais partie de ces gens qui pensent que baisser le prix, c'est peut-être la dernière des options que vous devez utiliser sur un site e-commerce. Il faut absolument essayer de mettre en avant tous vos arguments. Après, si vous êtes 40% plus cher que la concurrence, oui, c'est pas une bonne idée. Mais si vous êtes quelques pourcents plus cher, mais que vous êtes capable de les justifier, commencez par faire l'effort de justifier vos prix. Là, Shopping vous empêche de le faire. Alors, Shopping sera-t-il un incontournable à l'avenir? Google s'y emploie et Google pèse quelques milliards de dollars, donc on peut penser qu'ils vont réussir à leur coup. En juillet 2015, ils ont annoncé qu'ils envisageaient l'intégration d'un bouton directement d'achat dans les résultats Shopping. C'est-à-dire que si la théorie s'avérait vraie, vous n'avez plus besoin de passer par le site e-commerce pour acheter le produit du e-commerçant. C'est juste énorme, il ne visite pas votre site. En fait. Il achète le produit mais sans visiter votre site. Alors évidemment, on peut supposer que Google, qui n'est pas nécessairement philanthrope, prendra une commission au passage. Donc ils sont en train de bosser là-dessus. C'est plutôt avancé parce qu'ils l'ont annoncé plus ou moins officiellement. Vous auriez carrément un bouton, voilà, check-out, etc. Ça passerait par Google, vous choisissez votre méthode de paiement. Merci pour votre commande. À aucun moment, je ne suis passé sur ce site-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça date de juillet 2015, donc c'est pas si vieux que ça. C'est aux États-Unis, donc ça veut dire que le temps que ça traverse l'Atlantique, en général, il s'écoule quelques mois à un an ou deux. Mais s'ils perçoivent, eux, un intérêt économique à faire ça, ils le feront et ils le feront rapidement. Alors l'argumentaire qu'avance Google, c'est que ça va permettre de mieux convertir parce qu'il n'y aura aucun problème de paiement. Alors, ce sera la technologie Google, donc on peut penser que ça fonctionne bien. Et que ce sera pour le visiteur plus rassurant d'acheter auprès de Google qu'auprès d'une entreprise qu'il ne connaît pas. Ça c'est la théorie, on verra sur le papier si effectivement les taux de conversion suivent. Bon, voilà ce qui risque d'arriver à l'avenir. Alors pour finir, je vais vous donner 3 astuces pour mieux gérer Shopping. La première, c'est de bien maîtriser vos enchères. Il n'est pas logique de mettre un niveau d'enchère identique sur l'ensemble de vos produits. Vous avez des produits à forte marge, vous avez des produits à petit prix, des produits très chers, des produits d'appel, vous avez plein de choses. Donc vous devez regarder votre portefeuille produit, vous demander quelle est votre stratégie commerciale par rapport à ces grands types de produits et faire en sorte que vos enchères reflètent ça. J'ai un client que je gère en AdWords, pas en Shopping, mais il vend des moules industriels sur mesure à 100 000 €. Quand je lui trouve un client à 1 000 € avec 1 000 € d'AdWords, ça ne lui pose aucun problème de dépenser 1 000 € pour avoir un client. Donc, par contre, quand effectivement vous vendez un produit, on parlait de bijoux ce matin, de petits bijoux fantaisie, à 5 € la paire de boucles d'oreilles, qui vous coûte par exemple 0 à fabriquer en Chine, on va dire quelques centimes, donc c'est que de la marge nette, sauf que 5 € en AdWords ou en Google Shopping, ça peut venir très vite. Sur votre 5 €, on va dire que vous gagnez 5 € de marge, 100% de marge. C'est un miracle, mais on va le prendre comme ça. Si vous avez un taux de conversion de 1%, ça veut dire qu'il vous faut 100 visiteurs pour faire une vente. Bah, si vous avez 5 € de marge, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 5 centimes le clic avant de commencer à perdre de l'argent sur cette première vente. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Vous dites, voilà, mon taux de conversion c'est tant, ma marge c'est tant, je suis prêt à aller manger jusqu'à X% de ma marge, et à partir de ce moment-là, je dois me poser des questions sur la rentabilité. Alors, le raisonnement qui a été évoqué ce matin est juste, c'est qu'un client, il a une durée de vie. Si ça vous coûte, par exemple, vous avez fait vos enchères, etc., votre visiteur vous a effectivement coûté, par exemple, 7 € pour acheter votre boucle d'oreille à 5 €. Donc, vous perdez de l'argent sur cette première commande. Mais si derrière, vous bossez le remarketing, vous bossez la newsletter, vous bossez tout ce qui est fidélisation, d'accord, ça peut me mettre à l'ancienne, avec des coups de fil, des choses comme ça, il peut très bien passer une seconde commande, et non plus de 5 €, mais de 50, 100, etc. C'est un calcul qu'il faut faire sur la durée de vie du client. L'inconvénient de cette stratégie-là, c'est qu'il faut que votre trésorerie soit capable de tenir le temps que la deuxième vente soit réalisée. Si vous perdez de l'argent à la première vente et que la deuxième vente n'intervient que 6 mois après, vous avez perdu de l'argent les 6 premiers mois. Et au bout de 6 mois, vous commencez seulement à gagner de l'argent. Il faut les reins suffisamment solides pour maintenir cette stratégie-là. Donc, analysez vos capacités financières, analysez votre rentabilité, et ensuite, déduisez-en comment il faut attaquer les choses. Deuxième point, les produits optimisés. Alors ça, c'est le référenceur que je suis qui
tient à ça. Vous n'avez pas grand-chose pour convaincre le visiteur de cliquer sur votre annonce. Vous avez le visuel, vous bossez déjà le visuel, il faut que les photos soient sympas. Souvent, c'est des photos qui ont été fournies par le fournisseur, mais si vous avez la possibilité de faire des photos par vous-même ou un peu qualitatives, ça va vous aider dans le shopping. Peut-être même à dépasser le côté je suis un peu plus cher. Il faut une bonne description. On va prendre un exemple concret. Vous vendez des canapés sur Internet. Si vous avez envie de vendre votre canapé en cuir noir 3 places, donc il va falloir le nommer comme ça. Sauf que tous les mots peuvent être intervertis. Bon, canapé, vous n'avez pas le choix. Vous devez l'appeler canapé, il n'y a pas le choix. Donc ok, canapé. Après, vous pouvez mettre noir 3 places ou en cuir. Noir, c'est déjà sur la photo. C'est peut-être un mot-clé qui est moins prioritaire. Vous pouvez le caler un petit peu plus tard. Et 3 places, alors il faut voir si en cuir ou 3 places est plus évident sur la photo. En général, le en cuir sera moins évident. Donc je vais mettre canapé en cuir, noir, enfin canapé en cuir, 3 places noir. Les gens lisent de gauche à droite, donc en leur donnant les informations dans ce sens-là, s'ils lisent que 2-3 mots sur votre description, c'est 2-3 mots qui vont percuter. C'est des détails comme ça, de leur donner. Si vous êtes un poète et que vous leur donnez un nom, genre votre canapé qui s'appelle Isabelle, Isabelle ne m'apporte aucune information spécifique sur mon canapé. Donc la poésie c'est sympa, mais sur Google Shopping, quand on paye le clic, on fait en sorte que la poésie soit réservée un peu plus tard. Ok. Le point essentiel, donc c'est aussi la description du produit, tout ce qui est catégorisation. Google va vous dire dans quelle catégorie se trouve votre produit. Et l'arbre des catégories Google, il est long comme le bras. Il y en a partout dans tous les sens. Prenez le temps de bien le faire, ça vous évitera d'apparaître dans des mauvais cas et même de ne pas apparaître dans les bons cas. Donc entretenez votre flux. C'est pareil si vous avez un flux de produits, vous avez plein de produits qui sont hors stock ou vous les vendez plus trop, vous avez laissé un peu de stock dans le fond, dans le coin, etc. Faites du nettoyage. N'envoyez pas nécessairement tous les produits sur lesquels vous voulez tous vos produits dans votre flux. Il n'y a pas de raison d'afficher tout. Dernier point, il n'est pas nécessaire de diffuser tout son catalogue dans Google Shopping. Vous pouvez très bien ne diffuser qu'une fraction de votre catalogue. Les produits à éviter, c'est effectivement des produits. Si vous ne le vendez pas par ailleurs, ce n'est pas Google Shopping qui va vous aider à le vendre. D'accord ? Ne pensez pas que vous allez vendre vos fonds de stock, les produits qui vous gênent sur Google Shopping, sauf si vous cassez le prix éventuellement. Mais vous vendrez sur Google Shopping ce qui se vend déjà bien par ailleurs. Donc vous devez vendre deux types de produits, ce qu'on appelle les core products, donc les produits sur lesquels vous êtes intouchable parce que c'est votre cœur de métier, ça fait des années que vous vendez ça, vous êtes super bon, vous avez des accords avec le fournisseur qui fait que vous avez des promos, des prix, etc. très agressifs. Ça mérite d'être dans Google Shopping. Et le deuxième, c'est le produit Tripwires. Les Tripwires, c'est des produits qui vont déclencher un acte d'achat facilement. Parce qu'ils sont super intéressants, parce que c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, pas besoin de bosser dans la mafia, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié au web. Quand vous allez chez McDonald's, les gens en général vont chez McDo pour aller manger un hamburger. Il faut savoir que McDo, sur le hamburger, ne fait quasiment aucune marge, quelques centimes d'euros. Il faut le million de hamburgers qu'ils vendent chaque jour, ça finit par faire de l'argent. Mais globalement, leur objectif n'est pas de gagner de l'argent sur un hamburger, c'est de vous faire venir, le fameux tripwire. Vous venez acheter votre hamburger. Et après, leur job à eux, c'est de vous vendre le menu XL, et éventuellement tout ce qui va à côté, les desserts, les machins, les trucs comme ça. Et quand vous entendez le bruit du Coca-Cola qui tombe dans le verre plein de glaçons, c'est de la marge nette pour McDo. Le tripwire, c'est ça. Je fais un très gros effort sur un produit que les gens ont envie de m'acheter. Je suis très bien placé commercialement parlant. Un burger à McDo, c'est beaucoup moins cher qu'un burger ailleurs. On ne parle pas de qualité, hein, on parle de positionnement. Et derrière, je vais vendre du Coca à un prix, finalement, un prix comparable aux concurrents. Le tripwire va me permettre de nouer une relation commerciale facilement et pour pouvoir ensuite fourguer à mon client les produits sur lesquels les marges sont maximales. Dans l'occurrence, les frites et le Coca. Pour aller encore un peu plus loin dans cet exemple-là du McDo, quand vous allez au McDo, vous allez avec vos enfants, ils vous donnent des jouets, c'est pour que les enfants associent le jouet au plaisir d'aller au McDo, et que quand ils seront plus grands, ils auront tout au plaisir, mais plus les jouets. Donc c'est ça le tripwire. Vous devez faire en sorte que les gens aient envie d'acheter votre produit, vous déclenchez ça, et à partir de ce moment-là, ce ne sera plus un simple prospect, ce sera un client que vous pourrez travailler avec des produits différents, des produits plus chers, des produits plus margés, etc. C'est ça la stratégie. Voilà en ce qui me concerne par rapport à Google Shopping. Donc s'il y a des questions... Ce que je te propose, David, ouais, c'est qu'on prenne une question. Tu vas rester avec nous sur scène. D'accord. Et puis on va prendre toutes les questions dans 10 minutes. Et comme ça, tu pourras répondre et Frédéric Bonneau pourra répondre aussi. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Franche Daniel, certains me connaissent peut-être, donc je fais partie de l'équipe du pôle numérique CCI Normandie, et voici Frédéric Bonneau de l'entreprise Gelin,
Bonjour à tous. Et il se trouve que Frédéric utilise à la fois AdWords, un peu AdWords et beaucoup Shopping. Et on s'est dit que c'était une belle boîte de la région, qui avait de l'expérience. Donc on s'est dit pourquoi ne pas les faire témoigner à IMK. Alors, une première question, Frédéric, déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Jelin Qu'est-ce que tout vous à fait. faites? Alors, Jelin, pour certains d'entre vous, ça vous rappellera peut-être vos souvenirs d'adolescence. C'est une société qui distribue du matériel scientifique à destination des collèges et lycées. Donc, tous les becs benzène que vous avez pu utiliser à l'époque, tout ce qui est oscilloscope, ou même des gants de protection, des lunettes de protection, Jelin s'occupe de distribuer ce genre de produits. Le papier pH, c'était Frédéric. Exactement. Et donc, du coup, vous utilisez AdWords. On va commencer par AdWords. Aujourd'hui, on utilise AdWords, mais j'ai peut-être continué de présenter un petit peu Jelin parce qu'en fait, on utilise AdWords et Shopping selon les marques sur lesquelles on est présent. Donc aujourd'hui, chez Jelin, on a notre marque phare qui est Jelin, et derrière, on a 3 autres marques. Educaland, qui est notre marque primaire, où là, on est vraiment plus exhaustif en termes d'offres produits. On propose à la fois du matériel scientifique, mais aussi du matériel pédagogique pour tout ce qui est apprentissage des mathématiques, de l'histoire, du français, toujours avec une optique ludique. D'accord. Derrière, on a aussi Polytech, qui, elle, est une marque dédiée à l'enseignement supérieur, donc des produits beaucoup plus techniques. Et enfin, Le Laborantin, qui est notre marque dédiée, là, au B2B, plus pur, où on s'adresse vraiment à tout ce qui est labo et industrie. D'accord, donc vraiment une typologie de consommateurs variée. Assez hétérogène, effectivement. D'accord. Alors maintenant, passons au retour d'expérience. Google AdWords, vous l'utilisez depuis combien de temps? Donc Google AdWords, on l'utilise de manière ponctuelle. On l'a mis en place là récemment sur une opération qu'on a appelée les 30 jours du web, qui devait nous permettre de générer une augmentation de trafic sur notre site internet et de chiffre d'affaires. D'accord, et alors ça se passait comment cette opération? Donc l'opération avait pour but en fait de proposer à nos clients des prix cassés durant une semaine sur 4 produits de nos différentes thématiques phares. D'accord, et concrètement dans AdWords, ça se présente comment? Donc aujourd'hui, vous avez, comme l'a présenté David, des différentes annonces que vous pouvez retrouver juste au-dessus des résultats dans les moteurs de recherche. Et à paramétrer, c'est relativement simple, il suffit de rentrer votre annonce et de proposer des différents mots-clés. Et c'était sur quel mot-clé du coup? Alors, on a surtout performé, et c'est évident, sur le mot-clé Jelin. Et l'intérêt, en fait, c'était que les gens qui nous connaissaient s'aperçoivent directement qu'il y ait des promotions sur notre site internet. Donc, en fait, je prends souvent cette analogie-là. C'est montrer, en gros, que vous êtes, par exemple, dans la rue, vous passez devant votre magasin et vous voyez une promotion. Aujourd'hui, prix cassé sur nos différents produits. Ça va inciter les gens à rentrer sur le site. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et alors, les résultats de la campagne, ça donne quoi? Donc, en termes de trafic, effectivement, ça a été très intéressant. On s'est aperçu que les gens qui passaient par le biais de nos annonces AdWords restaient beaucoup plus longtemps sur le site et visitaient beaucoup plus le site. On était à plus d'une dizaine de pages visitées contre aux alentours de 50 en normal. D'accord, mais est-ce qu'ils payaient plus? Parce que ça fait c'est super important. Quoi. Effectivement, on a eu un ROI, comme tu en parlais tout à l'heure, extrêmement intéressant, mais le ROI est difficile à examiner dans la mesure où les gens seraient normalement venus sur notre site internet, dans la mesure où ils venaient pour le mot-clé Jelin. Donc le ROI, aujourd'hui on avait un ROI assez démentiel, on était aux alentours de 25. Donc on aimerait bien avoir ça tout le temps, mais c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, en termes de chiffre d'affaires, c'était très, très intéressant. Donc 1 euro dépensé, 25 euros rentrés, c'est ça? Exactement. Ok. C'est vrai que ça fait rêver quand même. Et sinon, du coup, concernant Shopping, là, c'est un peu plus d'expérience, je crois? Alors sur Shopping, en fait, c'est sur notre marque Laborantin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Shopping, on l'utilise de manière régulière et on met à jour notre flux tous les mois. Donc Shopping nous permet de nous positionner sur notre catalogue dans la mesure où, comme le disait tout à l'heure David avec intérêt, c'est qu'on ne met pas tout notre catalogue sur Shopping. Dans la mesure où il faut se positionner sur les produits sur lesquels on est intéressant, sur lesquels on va proposer des prix intéressants et sur lesquels on marge de manière intéressante également. D'accord, donc vraiment valoriser les best-sellers sur Google Shopping de manière à obtenir les meilleurs résultats, c'est ça? Exactement, et surtout éviter d'aller mettre des coûts au clic trop importants là où vous avez des marges relativement faibles. Et aujourd'hui sur le Laborantin, on a des produits très hétérogènes, comme tu le disais tout à l'heure, le papier pH.
Papier PH, c'est quelque chose sur lequel on vend à peu près de 2 euros. Derrière, on vend aussi des produits beaucoup plus chers, donc avec des marges beaucoup plus intéressantes, et c'est ceux-là sur lesquels il faut se positionner. D'accord. Et alors du coup, là, l'idée, c'est finalement de faire plusieurs catégories de produits en fonction des marges, très petites marges, marge intermédiaire, marge importante. Exactement. Lorsque Google a revu en fait sa manière de faire fonctionner Shopping l'année dernière au mois de septembre, notre ROI qui à l'époque était aux alentours de 3 s'est cassé la figure, il faut dire ce qui est. Et on a commencé au début à segmenter notre base de données en fonction des différentes thématiques. Au bout d'un mois, on s'est rendu compte que ça n'était pas du tout intéressant, notre ROI était en dessous de 1. Donc on commençait un petit peu à paniquer. Et après, on a commencé justement à essayer d'améliorer notre flux. Et on a segmenté notre base de données en fonction des différentes marges que l'on faisait. Donc effectivement, en excluant aussi certains produits sur lesquels on ne margeait pas suffisamment. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de pourcentage, c'est une question aussi de valeur numéraire derrière. D'accord. Donc vraiment, la segmentation essentielle pour réussir sur Shopping. Exactement. Aujourd'hui, grâce à cette segmentation-là, on est revenu à un ROI beaucoup plus intéressant, on est aux alentours de 5. D'accord. Et par rapport à la difficulté qu'évoquait David tout à l'heure, envoyer le catalogue dans Shopping, comment ça se passe? Alors ça se voit pas comme ça, mais j'ai perdu quelques cheveux pendant l'intégration du flux sur le site internet. Je suis plus près que vous, il y a quelques cheveux blancs quand on regarde de près. Mais au début ça a été un peu compliqué et en fait Google vous propose pas mal de tutoriaux pour installer votre flux entre votre site internet et Google Merchant Center sur lequel vous faites la bascule. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a l'habitude, c'est relativement simple, il suffit d'indiquer les différentes références produits, leur prix, l'état du produit s'il est neuf ou d'occasion, en stock, et après de le catégoriser selon la typologie de produit sur lequel vous vous positionnez. Vous vendez du papier PH d'occasion? Non, nous, chez nous, tout est neuf. Ok, ça marche. Et sinon, donc de manière plus générale, les points vraiment essentiels sur Shopping, si tu devais en donner 3-4. Alors, il faut surveiller vos annonces comme le lait sur le feu. La moindre modification, il faut s'assurer qu'elle est pertinente, parce que vous pouvez très vite perdre de l'argent. Donc s'assurer que ce que vous avez fait est fonctionnel et vous rapporte. N'allez pas attendre un mois pour vous rendre compte que votre nouvelle annonce vous grève votre budget. L'autre point, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, ne pas aller mettre tous les produits sur le site internet. Il faut vraiment réfléchir, se positionner en fonction de la concurrence. Un produit sur lequel vous savez très pertinemment que vous n'avez pas d'avantage concurrentiel en termes de prix, ça ne sert à rien de le mettre. Comme tu disais tout à l'heure, un produit sur lequel on a une marge, pas une marge, mais un prix trop élevé, les gens viennent forcément sur Shopping pour chercher du prix et vous serez forcément squeezé face à votre concurrence. D'accord. Le taux de clic, effectivement, est lié aussi à la marge. Donc les marges, si elles sont trop faibles, ça ne sert à rien de placer vos produits. Et enfin, surtout, éviter que les produits sur lesquels vous voyez pertinemment on parlait de votre Pareto ce matin, les 80-20, allez mettre les produits sur lesquels vous êtes pertinent. Allez pas mettre vos vieux nanars, vous savez très pertinemment qu'ils partiront pas. Donc 20% des produits pertinents qu'on met sur Google et les 80% qu'on ne met pas, c'est ça? Non, après il faut un peu plus de mesures, mais effectivement, moi je ne conseille pas de mettre tout son catalogue dès le début et y aller après avec parcimonie, puis faire des tests. De toute façon, c'est toujours ça, c'est tester pour s'assurer que ça fonctionne. Alors un autre point important, pour revenir sur l'importation du flux de catalogue, parce que je crois que c'est un des pivots quand même dans Shopping, comment tu procèdes? Alors en fait, moi j'ai décidé de passer par un fichier Excel, donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il est catégorisé, on a une douzaine de colonnes, et en fait avec les fameux noms, identité du produit, leurs références, leur description. Et on parle aussi d'étiquettes personnalisées. Tout à l'heure, on parlait de marge. C'est grâce aux étiquettes personnalisées que vous allez pouvoir préciser quelle marge avec quelle il faut connaître vos marges plutôt. Et après, selon l'étiquette personnalisée, vous choisissez de mettre effectivement ce produit-là, je mettrai une enchère plutôt faible, une enchère plutôt élevée ou une enchère moyenne, pour éviter justement que les prix s'envolent. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as une idée de la part du trafic que t'apporte Shopping aujourd'hui? Aujourd'hui, Shopping, ça nous rapporte à peu près 13% de notre trafic. D'accord. Et en termes de part de chiffre d'affaires, on est à peu près pareil, on est aux alentours de 10-12%. D'accord. Donc du coup, tu estimes que c'est vraiment devenu un des leviers essentiels d'acquisition client? Pour le Laborantin, effectivement, c'est
extrêmement intéressant pour nous d'être présents sur ce média. D'accord. Et d'une manière plus générale, les autres leviers d'acquisition que tu utilises pour faire venir sur... Alors nous, on a différents leviers d'acquisition. On parlait d'AdWords. On est présent aussi sur le référencement naturel. Généralement, pour nous, l'AdWords et le SEO et le SEA sont complémentaires. On parlait tout à l'heure de notre annonce AdWords sur les 30 jours du web. On savait pertinemment qu'en une semaine, on n'aurait pas le temps de faire référencer notre page. Donc c'était offrir aussi un affichage à cette opération sur les moteurs de recherche. En dehors de tout ce qui est SEO et SEA, on utilise les vecteurs traditionnels que sont effectivement l'emailing. On fait pas mal de newsletters régulières et d'emailing commerciaux. Et là récemment, on vient de travailler avec une entreprise locale qui est Spread sur une opération calendrier de l'Avent pour une autre de nos marques qui est du calendrier. D'accord, super. Donc beaucoup d'autres sujets sur lesquels on aura l'occasion d'intervenir dans d'autres éditions d'IMK. Donc merci beaucoup Frédéric. Merci Franche. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Et puis on va passer sur une séance de questions-réponses à la fois pour Frédéric et puis pour David. Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un connaît notre site internet, donc là dans le cas c'est pareil, c'est Jelin, nomme notre entreprise, ce clic-là, comme c'est passé par un moteur de recherche Google, ça compte dans notre nombre de clics. Alors, si vous achetez le mot-clé Jelin, et vous envoyez les gens vers votre site, si les gens cliquent sur l'annonce AdWords, oui, ça va vous coûter quelques centimes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie est pertinente. Il a évoqué plein de choses là-dedans. Le fait d'abord, Google ne va pas vous demander très cher parce que vous êtes ultra pertinent sur votre nom de marque. Genre, vous êtes la meilleure réponse, donc il ne va pas vous demander très cher. Il va vous demander quelques centimes d'euros là où ça peut être 10-20 centimes ultérieurement. Donc déjà, c'est pas très cher. Ensuite, ça vous permet de sécuriser le truc. Les concurrents peuvent acheter votre nom de marque sans se faire passer pour vous. Ils peuvent appeler, par exemple, je m'appelle Toto, j'ai un super site qui vend du matériel de laborantin. Si j'achète le mot-clé Jelin et que je dis je suis Toto, je vends du matériel de laborantin, je peux très bien apparaître sur le mot-clé Jelin. Le fait d'acheter votre marque va vous permettre de monter un cran au-dessus et de repousser l'adversaire. C'est un peu la guerre, désolé, mais de repousser l'adversaire d'un cran. Donc déjà, ça c'est utile. Ensuite, ça permet aux gens qui cliquent systématiquement sur le premier résultat d'être sûrs que vous les récupérez. Et le clic n'est pas très cher. Donc mais ça compte effectivement dans votre budget. Donc c'est un avantage de le mettre dans les mots-clés. Moi, en ce qui me concerne, quand je gère la campagne d'un client, effectivement, j'ai tendance à l'acheter. Nous, on est dans un univers, tout du moins sur AdWords, un peu moins concurrentiel à ce niveau-là. Aujourd'hui, si on tape nos différents mots-clés sur nos noms de marque, on retrouve très peu de concurrence. C'est davantage tout du moins pour Jelin. Sur le laborantin, effectivement, on a été amené à le faire. Dernier point qu'il a évoqué, je l'ai fait pour un de mes clients. Vous pouvez communiquer très rapidement. Sur AdWords, vous changez votre annonce, dans l'heure qui suit, voire dans les minutes qui suivent, elle est en ligne. C'est-à-dire que si vous mettez une opération promotionnelle du 1er au 15 décembre, vous pouvez très bien mettre votre annonce et faire en sorte qu'elle s'arrête le 15 décembre et elle sera tout de suite reprise par Google. En référencement naturel, il va falloir le temps que le moteur recrawl la page, la retrouve, qu'il vous la mette à l'endroit où vous avez envie de la trouver, etc. En dehors du fait de changer le titre de la page d'accueil, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc quand vous avez des opérations promotionnelles ponctuelles, AdWords vous permet déjà de communiquer sur ces éléments-là, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Exactement. Et puis un autre point aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un message très clair qu'on peut pousser dans Google à un endroit finalement qu'on ne contrôle pas forcément facilement sur les pages qui remontent dans le moteur de recherche en naturel, quoi. On peut prendre encore une question ? Bon, et bien visiblement la présentation est extrêmement claire. Il ne faut pas être timide, hein, vous savez, on est entre eux. C'est la fin de la journée aussi quelque part, il fait chaud. Bah écoutez, merci à vous deux Merci à vous. pour ce retour d'expérience et cette conférence.